Oui. Pendant la période de congé de maternité, le contrat il est suspendu. Vous ne pouvez pas mettre un terme ou licencier une femme qui est en période de congé de maternité. Mais maintenant, si durant la période de congé de maternité, le contrat est arrivé à son terme, donc on ne peut pas le renouveler, okay, durant cette période-là. Mais elle a le droit de démission sans préavis. Alors, et sans versement d'indemnité. Oui, la femme en période de congé de maternité peut démissionner à tout moment, sans dommage, sans indemnité. Ça, c'est quand même un droit qui lui est accordé, quoi. Une femme qui est en congé de maternité, vous ne pouvez pas la licencier, mais elle peut démissionner à tout moment. Parce qu'elle est dans une période assez fragile quand même, on la protège, quoi. D'accord. Question en ligne. Oui. Il y a Mathisen qui revient sur les congés maternels. Donc, elle dit, est-ce que l'indemnité qu'on reçoit en congé maternel équivaut au salaire? Non, parce que là également, la caisse de sécurité sociale ne va pas vous payer l'indemnité de transport. Généralement, c'est une indemnité qui est souvent un peu inférieure au salaire. Encore une fois, ce n'est pas un salaire, mais c'est une indemnité. Okay? Donc, il peut arriver que cette indemnité-là soit inférieure au salaire qui est proposé. Mais c'est rarement le cas. C'est pour ça d'ailleurs qu'il vous demande le dernier bulletin de paye de votre employeur au moment de faire les formalités. C'est pour voir un peu le montant de la rémunération que vous avez pendant votre période de travail. Et on va essayer de garder ce même niveau de rémunération-là. D'accord. Et j'ai deux questions. Il y a Mamadou Lamine Badji depuis Tcharoy qui demande dans quel cas peut-on parler de licenciement abusif? Ok, on va y arriver. D'accord. Et il y a M. Cheikh Ndiaye qui demande aussi, une longue maladie justifiée fait-elle partie des éléments de suspension du contrat? Oui, on y a répondu tout à l'heure également. Ça fait partie. Et il y a une indemnité également qui est prévue selon l'ancienneté dans l'entreprise. Okay. D'accord. Et la dernière, c'est posée par Iliman Gueye. Il demande c'est quoi le départ volontaire et ses conséquences? Ok. Le départ volontaire, c'est pareil. Hein? On décide de mettre un terme au contrat avant échéance, mais c'est toujours d'accord parti. Okay. Là également, les deux parties négocient et éventuellement sur l'indemnité ou autre. Okay. Donc ça, c'est prévu par la loi, mais c'est laissé à l'appréciation des deux parties qui doivent s'entendre sur la base d'un protocole d'accord qui sera visé par l'inspection du travail. Alors, la cessation du contrat à durée indéterminée. Donc, il peut être résilié par la volonté des parties. Il prend la forme soit de démission, lorsque l'initiative émane du travailleur, soit de licenciement si c'est l'employeur qui prend l'initiative. Donc, on a vu que dans le cadre du CDD, il n'y a pas de démission. Mais il peut y avoir licenciement uniquement si c'est un licenciement fondé sur une faute lourde. Okay? C'est la seule faute qui peut justifier un licenciement donc venant de l'employeur. Quelle que soit la forme, la partie qui a l'initiative est tenue de respecter un préavis, sauf en cas de dispense de faute lourde ou de paiement de l'indemnité de préavis. Là également, je suis en train de répondre à une question qui m'était posée sur les modalités dans la rupture. Donc, si vous êtes en contrat à durée indéterminée, si c'est l'employé qui veut démissionner, il doit respecter un préavis. Okay? Donc, si c'est un employé non cadre, à l'embauche, il avait droit à un préavis de 1 mois. Il doit respecter ce préavis-là de 1 mois. Donc, 1 mois à l'avance, il doit vous avertir pour vous dire que je vais démissionner et ce sera effectif à telle date. Okay?
Pendant cette durée de préavis-là, il va rester dans l'entreprise, il va travailler et à la fin du mois, il percevra son salaire. Okay? S'il ne le fait pas, il doit vous payer l'indemnité de préavis. Il peut dire je quitte, mais je ne vais pas respecter le préavis. Donc, je vous dois 1 mois de préavis sous forme d'indemnité que je dois vous verser. S'il est cadre, l'indemnité, le préavis est de 3 mois. Okay? Si ce n'est pas respecté, c'est 3 mois de salaire qu'il doit vous verser sous forme d'indemnité. Si c'est l'employeur qui licencie également, il doit respecter un préavis de 1 mois ou de 3 mois selon le statut de l'employé. Je vous licencie, mais ça prendra effet dans 1 mois. Donc vous restez dans l'entreprise, durant cette période-là, vous percevez vos salaires. Le contrat continue, rien ne change. Mais à la fin du préavis, vous partez. Ou alors je dis, je vous licencie, je n'ai pas envie de vous voir, okay, je ne vous garde pas, donc c'est immédiat aujourd'hui. En ce moment, il faut que je vous paye le préavis. Je vous paye votre mois de préavis et vous partez. Okay? Donc voilà comment on détermine l'indemnité de préavis. Maintenant, si c'est un licenciement pour faute lourde, là, il n'y a pas de préavis, il n'y a pas d'indemnité. Quelqu'un qui vous a volé de l'argent, okay, vous l'attrapez à flagranterie de vol, vous n'allez pas lui donner un préavis de 1 ou 3 mois. S'il reste dans votre entreprise, c'est la catastrophe. Celui-là, vous le licenciez pour faute lourde, donc il ne bénéficie pas d'un préavis, ni en termes de durée, ni en termes d'argent, mais également il n'aura pas d'indemnité de licenciement, parce que c'est un motif, c'est un licenciement pour faute lourde. Maintenant, si c'est un licenciement pour faute grave, donc qui est moins grave que la faute lourde, en ce moment, il a droit à l'indemnité de préavis et il a droit à l'indemnité de licenciement. On verra plus tard comment on calcule l'indemnité de licenciement. Donc, puisque dans le code, on ne définit pas c'est quoi une faute lourde, c'est quoi une faute légère, parfois les appréciations peuvent être différentes. Donc, c'est plus prudent de licencier quelqu'un pour faute grave. Vous lui payez ses indemnités, généralement, ce n'est pas beaucoup. Il part, au moins là, vous êtes sûr de ne pas avoir un contentieux sur le dos. Mais si vous avez vraiment des doutes pour caractériser la faute, est-ce que c'est une faute lourde ou légère, il vaut mieux par précaution le licencier pour faute grave, lui payer ses indemnités et la personne, elle part en toute sécurité. Sinon, il ne revient qu'au juge de qualifier la faute si elle est lourde ou grave. Après, il y a des fautes quand même qui sont lourdes, qui ont été nominément citées par la jurisprudence qu'on peut opposer au juge. Okay? C'est le cas du vol, on a donné suffisamment d'exemples là-dessus, etc. Donc il y a quelques fautes qu'on peut citer ici, que vous verrez, c'est des fautes qui sont qualifiées dans la pratique de lourdes ou légères. Pendant la durée du préavis, l'employeur et le travailleur sont tenus au respect de toutes les obligations. Rien ne change, le contrat continue jusqu'au terme du préavis. Donc, il est impossible pour l'employeur de modifier le contrat. Le travailleur doit continuer à travailler normalement. Ce n'est pas parce qu'on l'a licencié qu'il peut continuer à venir à 10 heures, rentrer à 14 heures. Non, il respecte les conditions de travail qui avaient été fixées dans son contrat. Pendant cette période, le travailleur bénéficie de 2 jours ouvrables par semaine en vue de la recherche d'un emploi. Donc, vous l'avez licencié ou alors il a démissionné, on lui donne la possibilité, pendant 2 jours ouvrables dans la semaine, okay, de ne pas venir travailler. Il peut aller chercher un emploi. Mais à la fin du mois, vous ne lui coupez pas sur son salaire. Il bénéficie d'un salaire plein comme s'il avait travaillé pendant ces 2 jours ouvrables. Okay? Ça, c'est une possibilité également qu'on lui accorde, que ce soit démission ou licenciement. Alors, la durée du préavis est fixée par la Convention, donc c'est selon les catégories. Pour pour les employés qui sont payés au mois, donc les ouvriers, c'est 1 mois de préavis, les agents de maîtrise, c'est 2 mois de préavis, et les cadres, c'est 3 mois de préavis. Donc, c'est les mêmes délais que pour le contrat
à l'essai. Hein. Vous vous souvenez, quand vous embauchez quelqu'un pour un contrat à l'essai, pour l'employé, c'est 1 mois renouvelable. Ça fait 2 mois. Pour le cadre, c'est 3 mois renouvelables maximum. Donc, ça fait 6 mois. Donc, pour le préavis également, c'est les mêmes délais qui reviennent. Sauf qu'ici, on ne parle pas de renouvelable. L'employé, c'est 1 mois. Le cadre, c'est 3 mois. Au terme des 3 mois, il peut partir. Oui. Le micro. Si l'employé, ou l'employeur donne un préavis et qu'avant la fin du préavis, là, il change d'avis, il peut juste laisser tomber l'histoire. Oui, il peut. Entre les deux parties. Mais il faut que ça soit écrit. Hein? Ok. Il faut que ça soit écrit. Oui. S'il revient en arrière, oui, il peut considérer que c'est nul, le licenciement est nul ou la démission. Mais faudrait-il que les deux parties s'accordent là-dessus. Bon, s'il trouve un emploi également, il peut cesser à tout moment le préavis. Hein. Ça aussi, la loi le lui permet. Hein. Il ne va pas dire « je vais terminer mon préavis pour aller occuper mon nouvel emploi ». S'il peut justifier qu'il a trouvé un emploi et qu'il doit immédiatement occuper cet emploi-là, il peut mettre fin au préavis. Sans indemnité. Et si la faute provient de l'employeur plutôt, par exemple s'il y a des retards de salaire ou quelque chose comme ça, est-ce que l'employé peut unilatéralement terminer le contrat? Et si oui, est-ce qu'il a droit à des indemnités dans ce cas, autre que les salaires qui lui sont pendant la période de préavis? Pas forcément, juste... Vous voulez dire si c'est un motif de démission ou bien? Voilà, le fait qu'il y ait des retards sur le paiement. Bon, les démissions, souvent, vous n'êtes pas obligé de motiver. Hein? Vous pouvez partir pour convenance personnelle. Hein? Quand vous êtes en CDI, en un moment, vous pouvez vous lever pour dire que je n'ai plus envie de rester dans cette entreprise-là. Maintenant, la loi vous oblige à respecter le préavis parce qu'il ne faut pas mettre l'employeur aussi devant le fait accompli. Il faut lui laisser le temps de trouver quelqu'un pour vous remplacer. C'est ça l'intérêt du préavis. Vous continuez à occuper votre poste, vous travaillez comme avant. Lui, ça lui donne le temps de chercher quelqu'un qu'il va peut-être mettre à votre côté, vous le formez, vous faites la transmission des dossiers, etc. Comme ça, quand vous allez partir, ça ne va pas affecter l'entreprise. Mais l'employeur ne peut pas vous dire non, il faut motiver votre démission. Non, non. Par contre, le licenciement doit être motivé. Mais la démission, non. S'il est dans une entreprise qui lui paye mal, où les salaires sont irréguliers, bon, il peut décider de mettre un terme à ce contrat-là et chercher ailleurs. Ça, c'est une liberté qui lui est donnée. Hein. Il n'est pas obligé de le justifier. Attaquer l'entreprise, par exemple, pour dommages sur le non-paiement des salaires. Voilà. Bon, là également, il faut s'adresser au juge qui les départage. Donc, c'est un élément de conflit, de litige, puisque c'est un élément essentiel du contrat qui n'a pas été respecté. Si l'une des deux parties ne respecte pas les éléments du contrat, ils peuvent le régler à l'amiable, sinon aller devant la juridiction compétente. L'inspection du travail, après, si ça ne se règle pas là-bas, vous allez au tribunal. Une question en ligne. Oui. Donc ça a été posé par Cheikh Ndiaye, toujours dans l'ordre du préavis. Donc il dit en cas de non-prise de congé, est-ce qu'on peut faire la compense pour le préavis d'un mois à respecter? Compenser les périodes de jouissance avec la période de préavis. Alors, dans la pratique, les gens le font. Okay? Il y a une possibilité de dire, j'avais droit à des jours de congé, je les rattrape sur la période de préavis. Okay? Plus les 2 jours auxquels vous avez droit pendant la période de préavis pour aller rechercher votre emploi. Donc, ce décompte-là, vous pouvez effectivement demander à l'employeur de vous le rembourser sous forme de jours. Okay? Alors, maintenant, le congé, il y a à la fois la jouissance du congé, mais il y a également l'indemnité de congé. Ce que j'ai oublié également en période de préavis, s'il y a démission ou licenciement, en plus du salaire qu'on doit vous payer pendant la période de préavis, si vous n'aviez pas pris de congé, on doit vous payer ces congés-là immédiatement. C'est l'indemnité compensatrice de congé. On doit vous le calculer.
même si vous n'avez pas atteint la période de référence. Là, c'est différent des congés classiques, où vous êtes dans l'entreprise, il faut faire 12 mois pour bénéficier de vos congés. Si le contrat est mis à terme, quel que soit le motif, c'est des droits que vous avez déjà acquis, puisque ces 2 jours ouvrables, vous les avez à chaque fois que vous travaillez, chaque mois travaillez, plus les indemnités qui vont avec. Donc, si le contrat est rompu, au moment de partir, l'employeur va vous payer le nombre de jours travaillés durant le préavis. Il vous paye l'indemnité compensatrice de congé. Si vous aviez travaillé 6 mois après la reprise de vos congés, il va faire 1/12 des salaires perçus durant les 6 mois. Okay? Et ensuite, il vous donne votre certificat de travail. Ce sont les droits auxquels vous avez droit, entre guillemets, si je peux me permettre la répétition. Une dernière question. Une dernière question. Oui. Ça a été posé par Ibrahim Boy. Donc, il dit, est-ce que le mois de préavis peut aussi coïncider avec le mois de congé? Est-ce que le mois de préavis peut coïncider avec le mois de congé? Alors, c'est interdit de mettre un terme à un contrat pendant que la personne est en congé. Ou alors, si vous le faites, on double le préavis. Okay? Donc, il avait droit à 1 mois de préavis. Vous le licenciez pendant qu'il est en congé. Vous devez doubler le préavis. Donc, vous ne le payerez pas 1 mois de congé, mais c'est 1 mois de préavis, mais c'est 2 mois de préavis. Donc, on peut y mettre un terme, mais la sanction financière, elle est beaucoup plus lourde. Si c'était un cadre, vous le payerez 6 mois de salaire, parce qu'il a droit à 3 mois de préavis. Et le fait que vous avez mis un terme pendant qu'il était en congé, le montant du préavis est doublé. Okay. Il y a une certaine protection pendant qu'on est en congé, mais elle est relative, cette protection-là. Okay. La cessation du contrat à durée indéterminée. Maintenant, quand il s'agit d'un licenciement, donc les différents types de licenciements qui existent, c'est le licenciement disciplinaire pour inaptitude ou pour motif économique. Alors, il faut préciser que tout licenciement doit être sous-tendu par un motif légitime. Bon, le motif légitime n'est pas défini par la loi, comme j'ai eu à le dire. Le droit du travail dégage simplement une certaine échelle, okay, qui fait la différence entre la faute légère, la faute grave et la faute lourde. Mais c'est dans la jurisprudence qu'on trouve un peu la définition de la qualification de certaines fautes. Donc, le licenciement disciplinaire est motivé par une faute du travailleur qui peut être lourde ou non lourde. Donc, la faute lourde, c'est celle qui rend impossible la poursuite des relations du travail. Donc, on l'a vu, par exemple, le vol, c'est une faute lourde. L'insubordination également. Là, c'est des motifs de licenciement. Donc, on peut citer comme faute lourde dans la jurisprudence l'insubordination, le vol, le RICS. C'est quoi le RICS? Le RICS. C'est dans une entreprise si plusieurs employés, par exemple, se battent entre eux. Ça, c'est le RICS. Ça, c'est un motif de licenciement et c'est une faute lourde. L'injure, c'est une faute lourde. L'absence injustifiée, je crois que j'ai répondu à une question également en ligne sur les absences. L'absence irrégulière également. L'absence injustifiée, c'est que vous vous absentez, vous n'avez pas justifié l'absence. Irrégulière, vous vous absentez aujourd'hui, vous reprenez votre travail, vous vous absentez donc de façon répétée. Ça, c'est une faute lourde. En cas de faute lourde, quelles sont les conséquences? Donc, le travailleur, il perd ses droits au préavis et à l'indemnité de licenciement. Alors, pour les fautes légères, donc c'est les fautes graves, donc fautes non lourdes. C'est généralement les fautes professionnelles. Okay.
Et dans ce cas-là, le licenciement pour faute grave, le travailleur a droit au préavis et à l'indemnité de licenciement. Donc c'est moins grave que la faute lourde. Donc vous l'avertissez, vous lui envoyez un courrier de licenciement avec préavis. Après le préavis, donc, il perçoit son salaire et vous lui payez l'indemnité de licenciement. Ou alors vous décidez de payer le préavis sous forme d'indemnité. Donc il cesse, vous lui versez l'indemnité de préavis, l'indemnité de licenciement, vous lui remettez son certificat de travail, vous lui payez ses congés dus et puis il part. Donc il ne va pas faire le préavis. En contrepartie, il va recevoir une indemnité compensatrice. Donc l'employeur qualifie la faute, toutefois l'appréciation reviendra. Oui, madame. Bon, monsieur, je voudrais savoir, par exemple, pour un employé qui s'absente un jour de fête, par exemple, et que l'employeur lui a demandé de venir ce jour de fête pour travailler, et lui, il s'est absenté, mais en son absence, il avait donné une lettre qui, par exemple, il avait demandé l'autorisation d'absence par écrit. Il l'a envoyé à l'employeur et que l'employeur a refusé la lettre et lui propose de venir travailler alors que ce jour c'était un jour de fête. Quelle sera la sanction envers l'employeur? L'employeur a le droit de vous faire travailler un jour férié. Okay. D'abord, il a fait une demande d'autorisation, mais il n'a pas obtenu l'autorisation de la part de l'employeur. L'employeur lui a demandé donc de venir travailler. Il a refusé, donc c'est de l'insubordination, c'est un motif de licenciement. Ce que l'employeur peut faire, c'est qu'il travaille le jour férié, ensuite il le compense. Il lui attribue une autre journée où il pourra se reposer. Okay. Mais l'employeur a bien le droit de vous faire travailler un jour férié. Parce que c'est encore une fois l'organisation du travail prime. Okay? C'est ça le pouvoir discrétionnaire également. Rappelez-vous sur les pouvoirs qu'on avait cités. Réglementaire, d'organisation du travail, etc. Sinon, si chaque employé peut se permettre de faire ce qu'il veut, il n'y aura plus d'entreprise. S'il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas de salariés. Mais la fête était une fête nationale. Même si c'est une fête nationale. Mais non, s'il y a licenciement sans motif. Mais après, il faut qu'il le justifie aussi pourquoi il le retient. Hein. Si c'est lié au fait que c'est indispensable qu'il soit là, par exemple, là, effectivement, il ne faut pas qu'il se déroge à cela. Hein. C'est de l'insubordination, ça. Ok, merci. Okay. Bon, vous avez également le licenciement pour inaptitude, résultant d'une maladie ou de l'accident du travailleur. Donc, on a vu que le travailleur qui a un accident pendant cette période-là, son contrat est suspendu, il bénéficie d'indemnité. Mais si vous êtes vraiment sûr que celui-là, vous ne pouvez plus le reprendre, il n'est plus apte pour garder ce poste ou reprendre le poste, vous avez la possibilité de le licencier pour inaptitude. Ensuite, vous avez le licenciement pour motif économique. Okay. Bon, ça également, c'est défini par la loi, notamment les articles 60, 61 et 62 qui régissent la procédure de licenciement. Donc, constitue un licenciement pour motif économique tout licenciement individuel ou collectif motivé par une réorganisation intérieure de l'entreprise, une difficulté économique de celle-ci. Donc voilà les conditions qui peuvent causer ou entraîner un licenciement pour motif économique. Okay? Donc vous avez des difficultés économiques ou bien vous avez besoin de réorganiser l'entreprise, mais cette réorganisation-là va entraîner une suppression de postes. Donc ces personnes-là qui sont concernées, vous allez les licencier pour motif économique. Mais il faut motiver. Hein? Je vous licencie parce que lié à des difficultés que connaisse l'entreprise ou à une réorganisation de l'entreprise, votre poste devra être supprimé. Donc en conséquence, vous serez licencié pour motif économique. Et là, donc c'est la première procédure, la formalisation. Il faut un courrier. On ne licencie pas oralement, hein, ça n'existe pas. Le licenciement, il faut toujours que ça soit écrit.
La démission également, elle n'est pas orale. Il faut qu'elle soit écrite. Okay? Donc c'est un courrier qu'on vous envoie. Maintenant, une fois que vous êtes licencié, évidemment, il doit respecter vos droits, notamment liés au préavis, à l'indemnité de licenciement, à l'indemnité compensatrice de congé et également à une indemnité spéciale qui est égale à un mois de salaire. Donc, en plus de l'indemnité de licenciement. Donc, ça c'est un rappel, j'en avais parlé. S'il s'agit d'un CDD, donc un CDD non renouvelé, donc il y a une indemnité à verser qui est de 7% du montant de la rémunération brute totale due au travailleur pendant la durée du contrat. Alors, quelles sont les obligations de l'employeur à la fin du CDI? Donc, une fois que vous l'avez licencié, donc, il a droit à l'indemnité de licenciement, sauf dans le cadre d'un licenciement pour faute lourde, encore une fois. Il n'a pas droit au préavis, il n'a pas droit à l'indemnité de licenciement. Comment on calcule l'indemnité de licenciement? Donc, l'assiette, c'est les salaires bruts des 12 derniers mois. On fait la moyenne. Okay? Donc, on a le salaire de base qui servira d'assiette. Et maintenant, on va regarder en fonction de l'ancienneté de l'employé. Donc, il a droit à 25% de ce salaire-là s'il est resté dans l'entreprise pendant 5 ans. Donc, les 5 premières années, il a droit à 25%. S'il a fait plus de 5 ans, donc sur la période de la 6e à la 10e année, il a droit à 30%. Et au-delà de 10 ans, il a droit à 40%. Donc les 5 premières années, 25%. Les 5 années suivantes, 30%. Et au-delà des 10 premières années, il a droit à 40%. Donc c'est la somme qui fait office d'indemnité de licenciement. Cette indemnité de licenciement, pour motif économique, n'est pas imposable. Donc, il ne paiera pas d'impôt là-dessus. Donc, en plus de cela, il a droit à une indemnité spéciale qui est égale à un mois de salaire non imposé également. Une priorité d'embauche pendant un délai de 2 ans. Donc, pendant 2 ans, si vous avez besoin de recruter quelqu'un, il est prioritaire. Hein? Vous devez le rappeler. Ensuite, que ce soit un CDD ou un CDI, l'employeur est tenu de mettre à la disposition du travailleur un certificat de travail et de lui payer une indemnité compensatrice de congé non pris. Donc cette fois-ci, même si la période de référence n'a pas été respectée, c'est 1/12 de cette période-là, donc liée aux congés qui n'ont pas été pris. Donc j'avais prévu un petit cas pour illustrer cela. Je crois il nous reste encore quelques minutes. Hein? On a le temps, voilà. Est-ce que vous avez compris le principe de calcul de l'indemnité de licenciement? Oui? Plus fort, le micro, peut-être. Je disais qu'en cas de licenciement, si l'employé ne part pas faire les démarches pour récupérer ses indemnités, comment devrait se comporter l'employeur? Ok, on a dit vous mettez à la disposition de l'employé. Donc, soit il vient le prendre, ou alors vous vous débrouillez pour le lui verser. Vous pouvez le remettre à un huissier qui va le trouver chez lui et lui remettre son indemnité de licenciement. S'il est payé par virement, c'est encore plus simple. Vous virez le montant dans son compte bancaire et puis il peut en disposer quand il le souhaite. Alors, l'indemnité de retraite est calculée de la même manière que l'indemnité de licenciement. Le barème que je vous ai montré, c'est exactement la même chose. Donc, quand un employé va partir à la retraite, okay, donc vous calculez son indemnité selon son ancienneté. Okay? Donc, les 5 premières années, il a droit à 25%, les 5 années suivantes, 30%, et les 10 années suivantes, 40% du salaire brut
moyenne des 12 derniers mois, sans l'indemnité de transport, encore une fois, qui ne rentre pas en jeu. Alors ici, la particularité de ces indemnités-là, c'est que c'est des indemnités qui sont exonérées d'impôts. Pas de cotisation fiscale, pas de cotisation sociale. L'indemnité de décès, la même chose. Si un employé décède également, ses ayants droit, donc ses héritiers, ont droit à l'indemnité de décès qui est calculée de la même manière également, en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise. Est-ce qu'il y a des questions en ligne? Question en ligne. Oui. Donc, je commence avec... je vois. Avec Serine Diao. Donc, il dit, est-ce que le fait de supprimer les heures supplémentaires du bulletin de salaire peuvent être considérées comme fraude fiscale? J'enchaîne les questions. Oui. Et il y a M. Traoré qui demande est-ce que la tenue d'une conférence sur les lieux de travail sans interruption du service peut-il constituer une faute lourde? Alors, pour la première question, comme je l'ai dit quand je présentais un peu le bulletin de salaire, les heures supplémentaires constituent un élément du salaire. C'est des éléments qui rentrent dans le salaire brut et donc qui rentrent dans l'assiette de calcul des cotisations fiscales et sociales. Il peut y arriver que des employeurs, pour se soustraire à l'impôt, parce qu'ils vont vous dire, si je mets les heures supplémentaires, il y aura beaucoup d'impôts à payer là-dessus, donc je vous les paye hors bulletin. Ça, c'est illégal. Okay? Ça a deux conséquences. La première, le fait que ça ne figure pas sur le bulletin de paye. Demain, s'il y a un contentieux entre vous et l'employé, il peut dire que s'il est de mauvaise foi, il peut dire que vous ne m'avez jamais payé des heures supplémentaires. On va vous demander de le prouver, vous allez présenter des bulletins de paye sur lesquels il n'y a pas d'heures supplémentaires. Mais lui, s'il peut arriver à justifier qu'il a fait des heures supplémentaires, donc l'employé risque de casquer une deuxième fois. Les conséquences maintenant sur le plan fiscal, oui, parce que si vous minorez la base de calcul de l'impôt, vous minorez l'impôt. Donc vous êtes en train de frauder fiscalement également. Donc ça, si l'administration fiscale s'en rend compte, évidemment, elle peut vous redresser pour minoration de la base d'imposition et vous réclamer les impôts indus avec des pénalités qui vont avec. Bon, sur la tenue d'une conférence dans l'entreprise, il faut voir, parce que dans l'entreprise également, bon, il y a une organisation qui est faite. Généralement, s'il y a un délégué de personnel, on permet aux employés de se réunir dans l'entreprise. Okay? Bon, c'est également fixé par la loi. Donc, il faut savoir que les délégués de personnel sont également protégés, plus protégés que le salarié classique. Maintenant, si ce n'est pas des délégués de personnel qui se réunissent, donc pour des raisons syndicales, c'est des employés qui décident simplement de tenir comme ça une conférence, sans l'aval de l'employeur et pendant les heures de travail, ça constitue une faute puisqu'ils perturbent l'organisation du travail. Okay? Ils peuvent bien être sanctionnés pour cela, pour indiscipline ou non-respect des conditions de travail qui avaient été fixées par l'employeur. Okay? Dans des cas pareils, il faut avoir l'aval de l'employeur. Maintenant, si c'est un syndicat, bon, il y a des textes qui régissent cela, l'organisation dans l'entreprise, ainsi de suite. Ça, l'employeur est soumis de le respecter parce que c'est la loi qui lui oblige cela. D'accord, j'enchaîne avec les autres questions. Il y a M. Ndiaye qui demande jusqu'à quelle limite du nombre d'années risquons-nous de perdre les congés non pris? Par exemple, si on fait 3, voire 4 ans sans prendre de congés. Alors, les congés, on vous dit sur la période de référence de 1 an, au-delà, à partir de la période de référence, vous avez droit à 24 jours renouvelables, 2 jours ouvrables de repos. Mais l'employeur peut dire, pour des raisons de service, je ne peux pas vous laisser partir en congé, je vais vous garder. Mais obligatoirement, il doit vous donner 6 jours de repos consécutifs. Okay? Donc, il vous garde, vous restez 2 ans sans aller en congé. Il peut vous garder jusqu'à 3 ans sans aller en congé,
mais à chaque fois, il doit vous octroyer 6 jours de repos consécutifs pour cela. Okay? Là, c'est la loi qui lui oblige. Donc, le délai, c'est 3 ans. Et durant ces 3 ans-là, il a la possibilité de ne pas vous accorder les congés. Mais au-delà des 3 ans, il est obligé de le faire. Sinon, vous l'attaquez devant la justice pour non-jouissance de congé. Parce que là, il est en train de porter préjudice même à votre état de santé. Il faut quand même que l'employé se repose. S'il travaille pendant 1 an, il faut qu'il se repose. Donc, parce que c'est important pour sa santé. Maintenant, des raisons liées à la bonne marche de l'entreprise, il y a des dérogations. On peut permettre à l'employeur de ne pas lui octroyer un congé complet, mais encore pour chaque année non prise, il a droit à 6 jours d'affilée de congé. Au-delà des 3 ans, obligatoirement, il doit le faire. Sinon, c'est la loi qui intervient et qui va l'obliger à le faire. D'accord. Il y a 2-3 questions qui restent. Donc, il y a M. Traoré qui demande, est-ce que la tenue d'une conférence sur les lieux de travail sans interruption du service peut-il constituer une faute? Bon, ça, c'est déjà posé. Oui. Mathissen qui dit, est-ce qu'un mensonge peut être considéré comme faute grave? Le mensonge, c'est une faute grave. Ouais. C'est une faute grave. C'est un motif de licenciement. Le mensonge est quelque part le père de tous les péchés d'ailleurs. C'est quelqu'un qui est capable de mentir, il est capable de faire pire. Hein? Capable de voler, il est capable de... Oui, c'est clair. Voilà, c'est bon. Ok, on peut passer à l'illustration. Donc ça, c'est le cas d'un travailleur. Oui. Le micro. Oui. 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 Comment un employé peut récupérer sa cotisation à l'IPRES tout en travaillant dans différents types d'entreprises? Est-ce qu'il y a un numéro, par exemple, une identité qui lui est donnée spécialement, ou bien il y a... Voilà, quel est le mécanisme de récupération de cette... Ok. Donc, si vous êtes embauché dans une entreprise, alors qu'au PLA, vous étiez dans une autre entreprise, vous étiez salarié. Donc, cette entreprise-là avait l'obligation de vous immatriculer au niveau de l'IPRES. Au moment de partir, il faudra demander à l'IPRES votre numéro d'immatriculation. Donc, quand vous allez rejoindre le nouvel employeur, vous allez lui notifier ce numéro-là. Parce que l'employeur, tous les trimestres ou tous les mois, il va verser les cotisations sur la base d'un bulletin de versement. Mais c'est des bulletins non nominatifs. On ne peut pas savoir à qui appartiennent ces cotisations-là. Mais à la fin de l'année, il doit déposer ce qu'on appelle un état récapitulatif annuel des cotisations versées. Sur cet état récapitulatif, il va mettre le nom de l'employé, il va mettre son numéro d'immatriculation, s'il existe, ou alors son numéro d'identification nationale. Il va mettre son adresse, sa date d'embauche et son salaire brut et le montant des cotisations qui avaient été retenues sur son salaire durant l'année. Okay? L'IPRES va se baser sur cet état-là maintenant pour mettre un nom sur les cotisations qu'il a reçues durant l'année. Là, c'est nominatif. Et en fonction maintenant des cotisations, il va attribuer des points. Alors, ces points que vous avez gagnés quand vous étiez dans une entreprise, vous les conservez. Quand vous allez dans une autre entreprise, le même numéro que vous aviez, vous ne le changez pas, vous le conservez, vous allez le donner à votre nouvel employeur. Quand il va faire en fin d'année, lui également, l'état récapitulatif annuel, il va mentionner votre numéro. Donc pour l'IPRES, ce sera une continuité pour vous, okay? Quel que soit le nombre d'employeurs que vous avez. Mais ce numéro-là, il est important, il faut l'avoir. Et qu'est-ce qu'il en serait si, par exemple, l'employé n'était pas informé de cet acte-là? Par exemple, il a utilisé 2 à 3 numéros d'identification. Ça, c'est à l'IPRES éventuellement de le corriger dans le système d'information. S'ils ont suffisamment de preuves que c'est le même employé qui a travaillé dans 3 emplois différents, avec des numéros différents, je pense que ça, ils peuvent le corriger.
Mais c'est à vous de le prouver avec des contrats de travail. C'est pour ça d'ailleurs sur la DMT, je ne vous l'ai pas montré, mais à la dernière page, on vous dit est-ce que vous aviez un employeur précédent? Si oui, vous le mettez, le nom de l'employeur et son adresse. Donc on peut prouver qu'on avait deux employeurs différents avec la DMT, puisque la DMT elle est déposée au niveau de l'IPRES au moment de l'adhésion. Donc vous avez un salarié qui avait été recruté le 15 août 1998 et il a été licencié le 30 juin 2019. On vous demande de calculer son indemnité de licenciement tout en sachant que son salaire moyen mensuel est de 187 570. Donc, comment vous allez procéder? Donc la première chose, pour le calcul de l'indemnité de licenciement, il y a deux éléments qu'il faut connaître. Il y a l'ancienneté et le salaire qui va constituer l'assiette. Hein. Bon, ça on connaît, c'est 187 570 francs. Par contre, l'ancienneté, il faut le décompter à partir de la date d'embauche. Donc, du 15 août 98 au 31 12 98, ça fait combien de mois? Ça fait? Non, non, 31 décembre 98. Août 98, 31 décembre 98, ça fait combien de mois? Ça ne fait pas une année, ça? Hein? Ça fait 4 mois. Et combien de jours? Et 15 jours. Les jours là, il ne faut pas les négliger, hein, c'est son droit, il faut lui payer cela. Ensuite, maintenant, vous avez de 99 à 2000, on va dire 2018. Ça fait combien d'années? Il faut compter 99, hein? Ne faites pas 2018 moins 99. Hein? 99, 2000, ainsi de suite. Ça fait combien? Ça fait 20 ans. Ensuite, vous avez du 1er janvier 2019 au 30 juin 2019. Ça fait combien de mois? Ça fait 6 mois. Hein? Voilà. Donc l'employé a duré dans l'entreprise 20 ans, plus 10 mois, 6 plus 4. Ça fait 10 mois, plus 15 jours. Voilà. Donc notre barème, c'est 25% des 5 premières années. Donc il a fait 20 ans, donc il aura 187 570 fois 25% fois 5 ans. Ça fait combien? Ah oui? Donc fois 5 fois 25%. Hein? 234? 462. Donc 20 ans moins 5 ans, il reste 15 ans. Donc les 5 années suivantes également, il a droit à un taux de combien? 30%. Fois 5 ans. $281 355. Donc 20 moins 10, il reste 10 ans, 10 mois et 5 jours. Donc il aura droit à 187 570 fois 40%, fois combien? 20 moins 10, ça fait 10 ans, fois 10 ans.
il est dans la tranche des 40%. Hein. Il est allé au-delà des 10 premières années. Hein. 750, 230, 280. Mais il reste 10 mois et 15 jours. Les 10 mois également, il sera rémunéré là-dessus. 187 570 au taux toujours de 40%. OK, fois 10 mois sur 12. OK, 10 douzièmes. OK. Ça fait combien? Ça c'est mois, hein? OK. Ça fait 60, 500. Les 15 jours également la même chose, hein? 187 570 fois 40% fois 15 sur 360. Combien? Voilà, et c'est la somme de tout ça qui va constituer son indemnité de licenciement. Donc on voit la consistance de l'indemnité est liée à l'ancienneté et au niveau de salaire. Plus le salaire est élevé, plus il a des chances d'avoir une indemnité plus élevée. Plus il dure dans l'entreprise, plus il a des chances également d'avoir une indemnité plus intéressante, puisque le taux augmente avec la durée. 25, 30, 40%. Donc, en plus de l'indemnité de licenciement, si c'est pour motif économique, il a droit à l'indemnité spéciale qui est égale à 1 mois de salaire. Si l'entreprise n'a pas respecté le préavis, elle doit lui verser 1 mois de salaire au titre d'indemnité compensatrice de préavis. OK. Ensuite, l'indemnité compensatrice de congé. Et il part avec sa rémunération. 1 331 746. Voilà donc l'indemnité de licenciement pour cet employé-là. Oui. Je reprends quoi? Depuis le début, au milieu ou à la fin? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Ah, ok, je vais... Il y a un barème qui est fixé par la loi. Hein? Voilà, c'est ça. Hein? Comment on détermine l'indemnité de licenciement? Okay? Donc, la loi prévoit pour chaque année de service, pour la détermination de cette indemnité, les montants suivants. Donc, voilà les coefficients qu'il faut appliquer. Okay? Sur le salaire brut de l'employé. Donc, ces indemnités-là, on a vu qu'il y a une progression des taux en fonction de l'ancienneté. Okay? Donc, lui, il a été embauché le 15 août 1998. Il a été licencié le 30 juin 2019. Donc, il est resté dans l'entreprise pendant 20 ans, 10 mois et 15 jours, jusqu'au dernier jour de son licenciement. Donc, on a l'ancienneté, on a la durée. Maintenant, on a également le salaire qu'il perçoit. Donc, on prend le salaire des 12 derniers mois. La moyenne fait 187 570. Okay? La loi nous dit que les 5 premières années, il a droit à 25% par an. Okay? Donc, son salaire de 187 570, il a droit à une indemnité de 25% pour chaque année. Donc, les 5 premières années, ça fait multiplié par 5. Okay? Ensuite, les 5 années suivantes, puisqu'il est resté donc plus de 10 ans, donc il va bénéficier du taux de 30%. La même chose, hein, 30% sur le salaire pour chaque année restée dans l'entreprise, donc pendant les 5 années qui ont suivi, entre la 6e et la 10e année. Alors, il est resté 20 ans, donc il est allé au-delà des 10 premières années.
Ok? Donc tout ce qui vient après les 10 premières années est rémunéré au taux de 40%. Même s'il a fait 50 ans, les 5 premières années 25, les années suivantes, les 5 années suivantes 30%, tout le reste c'est 40%. Donc 20 ans moins les 10 premières années, il reste 10 ans, 10 mois et 15 jours qui seront rémunérés au taux de 40%. Donc même les fractions de jours là sont payées, hein? C'est des droits à qui il faut les payer. Donc ici, on a les 10 ans au taux de 40%, on a les 10 mois également au taux de 40%. Donc ici, on a calculé les 40% sur une fraction des 10 mois sur l'année, donc 10 douzièmes. Ici également, les 15 jours qu'il est resté, donc sur l'année, c'est 15 jours sur 360 jours. L'année fait 360 jours, donc 15 jours sur 360. C'est écrit qu'il manque, il y a aussi un mois de salaire non imposé. Je l'ai dit tout à l'heure, hein. En plus de l'indemnité de licenciement, il a droit à l'indemnité spéciale qui est de 1 mois. Et je veux dire, ça, c'est imposable? Ça, ce n'est pas imposable. L'indemnité de licenciement n'est pas imposable. L'indemnité spéciale n'est également pas imposable. L'indemnité compensatrice de congé est imposable. L'indemnité de préavis est imposable. Les deux indemnités qui ne sont pas imposables, c'est le licenciement et l'indemnité spéciale. Mais l'indemnité spéciale, c'est dans le cadre d'un licenciement pour motif économique. S'il est licencié pour faute grave, faute professionnelle, il a droit à l'indemnité de préavis, il a droit à l'indemnité de licenciement, mais pas à l'indemnité spéciale. C'est bon? Le mode de calcul? Est-ce qu'il y a des questions en ligne? Des questions en ligne? Ok, donc on peut s'en arrêter là ou il y a encore d'autres questions? Non? Parfait. On se donne rendez-vous à demain, Inch'Allah, pour attaquer les derniers gros morceaux, hein, la fiscalité.